Eh ben, écoute, c'est parti. Jean-Sébastien, on enregistre. Merci d'être là pour présenter ton expérience, présenter ton parcours. Est-ce que tu peux déjà nous dire d'où vient ton accent? Parce que bon, nous, on a parlé en off tout à l'heure un petit peu, les gens t'ont pas encore entendu, mais tu es donc francophone natif, c'est ça? Oui, exact. Mais tu as un accent intéressant. D'où vient ton accent et dis-nous d'où tu viens, ce que tu fais. Intéressant. C'est pas pour tout le monde, mais merci du compliment. Ben, en fait, je m'appelle Jean-Sébastien, j'ai 25 ans et je suis originaire du Québec. Donc, mon père est français, lui-même étant expatrié, et a rencontré ma mère, ma charmante mère, qui est canadienne, québécoise. Et c'est pour ça que j'ai cet accent-là, parce que je suis né à Québec, dans la ville capitale de la province. D'accord, donc tu en fait tu es né là-bas, tu as grandi là-bas, donc à l'école avec les autres gamins, avec les profs, tu parlais finalement le français. Alors je sais pas comment ça se dit exactement, le français québécois ou le français avec un accent québécois, comment on dit? On dit le français. Nous, au Canada, on dit que le français. On dit que le Tout français. court. Ouais. Ok, donc tu viens du Québec et aujourd'hui tu es où? Parce on Là, va revenir sur le parcours, mais ouais. Ben là, je suis actuellement en Pologne, à Białystok. Donc, c'est à une quarantaine de kilomètres de la frontière du Bélarus. Donc, c'est dans le nord-est de la Pologne. Nord-est. Disons à l'hémisphère nord et à l'est de la Pologne. d'accord, donc t'es pas loin de Kaliningrad finalement. Pas trop loin, ouais. Pas trop loin. Ouais, je connais Ouais. Kaliningrad. J'y ai été quelques fois. On y a passé d'ailleurs un mois avec ma femme. C'était en 2019 parce qu'on pensait s'installer à Kaliningrad à un moment donné. Puis du coup, on avait choisi Vladivostok, mais Kaliningrad faisait partie des trois villes qu'on envisageait. On avait Kaliningrad, Sochi et Vladivostok. Et du coup, on a choisi Vladivostok. Mais je me souviens, on était allé justement au sud de Kaliningrad et on savait qu'il y avait la frontière polonaise à côté, quoi. Donc, Ouais. le monde est vraiment petit. Ah ben, je te le fais pas dire, Kublai. Le monde est Et petit. du coup, donc en fait, parce que déjà là, ça fait beaucoup d'infos. Donc tu es en Pologne, mais tu es donc québécois. En fait, qu'est-ce qui t'a fait comment elle a commencé ton histoire en fait? Tu étais au Québec, tu avais envie de partir, tu en as eu marre du Québec ou ça s'est fait par le hasard? En fait, comment ça s'est passé en fait? Tu étais au Québec, tu as voulu partir. Tu as voyagé un peu? Comment tu as atterri en Pologne en fait? Ben, je pense toujours avoir eu l'esprit globe-trotteur, entre guillemets. Mes parents, on a, on n'a pas fait de voyage en tant que tel familial où mes parents m'ont jamais amené à Disney ou des choses comme ça. Cependant, mes parents gardaient justement leurs ressources financières pour nous envoyer chez nos grands-parents, donc les parents de mon père. D'accord. Et on y allait, bon, ben, presque tous les étés. Donc ça m'a toujours donné déjà une petite envie de ah, ok, un changement d'environnement, ça fait quand même du bien à l'esprit. Donc, j'avais l'habitude de passer une année scolaire, puis après d'aller en France. Donc, j'arrivais vraiment à sentir ce changement de pays qui faisait du bien. Et donc, à 16 ans, ben, j'ai décidé de partir de chez mes parents et je suis allé faire de l'étude sport, du sport-études. En fait, je jouais au hockey, je suis un joueur de hockey, et je D'accord. suis allé en Alberta, à Calgary. Est-ce que tu connais? Alberta, je vois, c'est une région anglophone du Canada, oui. Ouais, ouais. Et puis, donc, j'ai décidé de m'installer là-bas un an, D'accord. pratiquer mon sport et surtout pratiquer mon anglais parce que le bagage d'anglais qu'on m'avait donné à l'école, bon, si on reste dans un milieu francophone ou dans un milieu qui a une autre langue principale que l'anglais, ça ne fonctionne pas ou plutôt pas très bien. D'accord. Ouais. Et justement, en parlant de, parce que moi, en fait, c'est que j'ai jamais été au Canada, hein, j'ai jamais mis un pied là-bas, donc je connais ni le Québec ni les régions anglophones du Canada. Au Ouais. Québec, ils enseignent un bon anglais, c'est obligatoire, ou est-ce que les Québécois sont un peu comme les Français, c'est-à-dire que ils finissent très francophones et finalement ils sont pas très bons en anglais parce que à l'école on les a pas motivés, on leur a toujours dit que les Français étaient nuls en langue de toute façon, que c'était pas la peine. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes tous bilingues là-bas au Québec ou est-ce que vous êtes un peu comme les Français de métropole? Alors, de prime abord, j'aurais tendance à dire avec mon expérience personnelle que les gens sont beaucoup plus comme en France, c'est-à-dire D'accord. conservateurs. Mhm. Il faut D'accord, savoir que intéressant. c'est... Pardon?
Intéressant, conservateur, parce que c'est pas comme ça que je vois le Canada, moi. Bon. Non, c'est pas du tout comme ça. Mais au niveau linguistique, les Québécois, ils se sentent un peu oppressés, si on veut. C'est pas mon Mhm. cas, parce que je me considère Canadien. Mhm. Mais je pense que les Québécois, de façon générale, pourraient et peuvent se sentir oppressés par les lois qui peuvent avoir, les lois linguistiques. Donc, tout cet esprit francophone est très, très, très important aux yeux des Québécois. D'accord. Ouais, Mhm. très important. Et je te dirais que la seule différence avec la France, c'est l'influence linguistique des Amériques. C'est-à-dire que les gens, et même on va le retrouver en France, hein, tous les gens, les types de profils qui aiment le business, l'entrepreneuriat, l'échange, l'export, l'import, ben c'est souvent des gens qui vont se rediriger vers l'apprentissage de l'anglais et un Mhm. apprentissage de l'anglais qui est C1, C2 ou natif, quoi. Mhm. D'accord. Donc, c'est plutôt conservateur de façon générale, sauf qu'il y a une influence linguistique américaine qui est assez grosse, assez puissante. Mais en tout cas, des images que j'ai vues du Québec, des rues, etc., du style général, des voitures, ça me fait penser aux États-Unis. Alors, j'ai été aux États-Unis et quelque part, ça m'y fait penser, quoi. Le style de vie, en fait, ressemble vraiment au style de vie américain des États-Unis. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Ouais, bah D'accord. moi on m'appelle l'Américain en France. On m'appelle pas le Canadien, on m'appelle l'Américain. Et pourquoi, en fait? Parce que tu es Canadien, c'est pas la même chose. Ouais, le style vestimentaire, la façon de marcher, je pense, Ouais, le body language, d'accord. euh, langage corporel, c'est ça? Ouais, langage corporel, un body language, ouais. On peut Ouais. parler anglais aussi si tu veux. Bah, Mais intéressant ça, ouais, parce que c'est d'habitude, tu sais, je discute comme ça avec des personnes venant de France, de Belgique, de Suisse. Et c'est vrai que les Québécois, j'ai quelques clients québécois. Je sais pas, j'ai dû en avoir je sais pas calculer, mais allez, une petite vingtaine, tu vois, c'est pas ouais. énorme. Mais parce que c'est un petit marché, le Québec, finalement. Surtout parce que voilà, ils peuvent quand même encore aller au Canada dans des régions assez préservées, etc. Mhm. Mais c'est vrai que voilà, je connais pas en fait vraiment comment ça se passe là-bas, vos codes, etc. Donc c'est intéressant Ouais. ce que tu nous dis, quoi. Mais pour rebondir à ta question initiale, à mes 18 ans, sachant que j'ai le passeport français, en fait, ma mère avait déjà tout fait lors de ma naissance et même juste avant ma naissance, avait tout fait les démarches justement pour qu'on puisse bénéficier de ce passeport-là. Parce que t'as des gens qui deviennent peut-être parents au fur et à mesure dans leur vie. Euh, Souvent, ben, c'est ben, je vais faire ça plus tard. Et ma Mhm. mère, en fait, si elle avait jamais fait ça lors de ma naissance, ben, ça aurait été assez compliqué lors de mes 18 ans de partir. Et ce que j'ai Mhm. fait, ben, je suis allé à l'ambassade à Québec. J'ai dit, je suis français, j'aimerais avoir mon passeport. Ils ont trouvé mon dossier et ça a pris bon, 3 semaines et je suis parti direct. Super. Donc ce qui fait que finalement, parce que là tu es en Pologne, si je me Ouais, trompe pas, les Canadiens ont besoin d'un visa pour aller en Pologne longtemps. Est-ce que c'est vrai ou faux? c'est vrai. Ouais. Donc c'est comme ouais. J'allais dire Pravda. C'est Ouais. vrai. Donc, ouais, donc toi, avec ton passeport français, finalement, tu as toute l'Union européenne qui était ouverte. Ouais, j'ai une énorme chance de ce côté-là, Ouais. Kublai. Ouais, c'est des outils que je me dois d'utiliser. Puis, comme je t'ai dit, pour rebondir sur ta question initiale, c'est exactement pour ça que je suis sorti. C'est-à-dire que, bon, je devais avoir 18 ans, 17, 18 ans. J'ai fini mon bac, donc mon diplôme d'études secondaires au Canada. Et ben, j'ai dit, OK, moi, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. Je ne commencerai pas à faire comme beaucoup de gens que je connais, d'aller faire des prêts et bourses. Donc, de demander de l'argent à la banque pour aller ensuite investir, entre guillemets, ça peut être un investissement, cet argent-là à l'école Mhm. et me ramasser après 3 4 5 ans, puis me dire, ah, mais c'est plus ce que j'ai envie de faire. Donc, moi, je me suis dit, le voyage, j'aime ça, ça me fait kiffer, je fonce. J'utilise ma deuxième nationalité, c'est une chance, et ça se fait maintenant, ça ne se fait pas dans 20 ans. C'est Ouais, tu tout. as raison. De toute façon, l'école aujourd'hui, à moins que tu veux devenir médecin, chirurgien, dentiste, euh,
ça sert plus à grand chose. Si par exemple tu veux te diriger vers le commerce, tu peux tout apprendre sur Internet. Si tu veux devenir entrepreneur, tu peux tout apprendre sur Internet aujourd'hui. Tu as tellement de gens qui ont de l'expérience avec des services, des formations, ce qui fait qu'en fait, pour beaucoup de métiers, Ouais. l'école est inutile, même pour l'IT. Pour l'IT, tu peux tout apprendre sur le tas. Donc, si tu veux pas devenir médecin, chirurgien, j'ai envie de te dire, quel est what's the point, tu vois, quel Exact. est l'intérêt de dépenser 50 000, 100 000 dollars dans un master et faire un crédit en plus pour ensuite avoir finalement les mêmes possibilités que quelqu'un qui a appris sur le tas sur Internet chez lui, quoi. Exact. Pratiquement. Exactement. Donc, D'accord. c'est ça. Et du coup, ben, depuis, là, je viens pas d'arriver en Pologne, mais j'y suis depuis 2020. Bah, ça fait quand même 3 ans. Hein. Ouais. Donc, j'ai fait 2017 à 2020 en France euh, pour vivre, en fait, Ouais. directement, là, sans parler de voyage ou de 5-6 mois dans un endroit. Là, je parle vraiment de vivre, appartement, documents, etc. J'ai fait France 2017-2020 et Pologne-Bélarus 2020-2023. Mhm. D'accord. Ouais. S'il y a des Québécois qui nous écoutent aujourd'hui, faites-le savoir en commentaire en bas. Je sais qu'il y a des Québécois qui font partie de mon audience. D'ailleurs, comme j'ai dit, quelques clients québécois. Donc, si vous êtes là, les gars, faites-le savoir avec un commentaire en bas. Et puis, mettez le pouce bleu si vous aimez ce genre d'interview, ce genre de discussion. Partagez cette vidéo, ce podcast. Et dans la description, vous allez également trouver le premier lien, l'accès au club des hommes libres. Vous pouvez encore le rejoindre. L'inscription est gratuite, vous pouvez vous inscrire à tout moment, mais au moins, si vous êtes dans le club des hommes libres, vous recevrez de ma part des messages importants qui contiennent de l'information, des solutions pour justement vous expatrier, devenir le plus libre possible. Si aujourd'hui vous êtes dans un pays, vous voulez le quitter, vous êtes dans votre pays d'origine, vous voulez le quitter, vous voulez aller voir du pays, voir si vous ne pouvez pas vivre mieux ailleurs et gagner en liberté, les solutions sont là. Ça s'appelle le club des hommes libres, c'est en bas dans la description. Et quand vous en faites partie également, vous avez accès au lien pour accéder au canal Telegram dans lequel on discute avec la communauté. Voilà. Donc toi, du coup, tu es à la Pologne. Mais en fait, tu es en Pologne. Mais comment tu as atterri en Pologne? Parce qu'à l'origine, tu es parti en France, tu as eu ton passeport français, tu arrives en France. Pourquoi en fait ce basculement de la France vers la Pologne? Plurifactoriel. Donc, Oui. c'est plusieurs raisons. La principale est que j'avais une occasion, donc je l'ai saisie. J'avais un ami du Canada, en fait, qui est libre géographiquement et qui s'est installé à l'époque à Białystok. Mhm. Il voyage beaucoup en Pologne, Bélarus et Thaïlande, Indonésie, justement. D'accord. Et il m'avait dit, JS, on n'est pas loin, on est en Europe, ça ne dirait pas qu'on se voit, parce que ça faisait un moment que moi, j'étais parti du Canada, justement, en 2020, donc ça faisait plus de 3 ans et demi. Et je lui ai dit, ben allez, j'arrive. Donc, je me suis pris un billet, il m'a dit la ville où il était, il est venu me chercher à l'aéroport à Varsovie, c'est 2 heures. Mhm. Et c'est là que je suis tombé en Pologne pour la première fois. D'ailleurs, je ne m'attendais jamais ou j'avais jamais prévu d'aller là. D'accord. J'étais plutôt un jeune orienté exotisme, entre guillemets, donc tout ce qui est hémisphère sud, Amérique du Sud, Afrique, Asie du Sud-Est et Mhm. Australie. Donc moi, D'accord. ça, c'est des endroits qui m'intéressaient, entre guillemets, au niveau climat. Hein. Mhm. Et j'ai rencontré ma conjointe ici. D'accord. J'ai Et- rencontré une femme qui est aujourd'hui ma conjointe. Je suis marié. Et D'accord. puis, Donc, c'est ta femme, c'est pas ta conjointe, c'est ta femme déjà. c'est ma femme, ouais. Ouais, D'accord. j'aime pas trop dire femme. Des fois, ça fait un peu. Bah, si tu es marié avec elle, c'est ta femme. C'est ma femme, ouais. 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 Mais tu sais ce qui est le plus fou? C'est que là, Non. aujourd'hui, donc on est le 29 mai. Il y a exactement 8 ans, jour pour jour, j'étais à Gdansk. Ouais. Exactement 8 ans, j'étais à Gdansk en Pologne. Tu te rends compte?
J'atterrissais à Gdansk et j'ai passé j'ai plus une petite 5 jours, je crois, là-bas. Voilà. Et toi, Ah, aujourd'hui, donc, ben, tu me parles de Pologne, quoi. C'est comme quoi, vraiment, c'est. Ouais, tout est lié. le monde est petit en temps, mais aussi en surface, quoi. Ok. Ah, Et donc, ben, ouais. ta compagne est polonaise? Enfin, ta compagne, ta Non, femme? elle vient du Bélarus. Mais j'ai envie de te dire juste avant, pour rebondir sur ce que tu as dit, le monde est petit et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les appareils Wi-Fi, Bluetooth qui sont connectés. J'ai Ouais, l'impression qu'il y a il y a des ondes. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des connexions quand même, puis ouais, t'en parles souvent dans l'entrepreneuriat et dans l'expatriation, rien n'arrive pour rien. Ça veut dire que si tu prends jamais la décision de faire un move, de faire excuse-moi pour l'anglicisme, de faire un déplacement ou de prendre une décision, ben, ça risque pas de se passer. Bah, si tu fais rien, il va rien se passer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Ma conjointe, elle vient du Bélarus. Donc, elle vient du Donc, Bélarus. ouais. Et donc, elle travaillait là-bas quand vous êtes rencontrés ou est-ce que tu discutais avec elle sur Internet? Elle est venue du Bélarus ou comment ça s'est fait en fait? Comment vous êtes Non, rencontrés? ben, vite fait, donc je suis allé accompagner mon collègue à la salle d'entraînement parce Mhm. que lui, il s'entraînait, puis il dit, ben, tu veux pas venir t'entraîner avec moi, même si t'es pas trop un mec qui va faire de la muscu. T'as des essais gratuits, puis on passe le temps ensemble, quoi, au lieu d'aller toujours marcher en ville ou de faire les mêmes activités. Je t'introduis dans mon lifestyle, dans mon mode de vie. Et j'ai dit oui. Et en fait, à l'entrée, j'ai eu un problème avec la carte d'entrée. Et c'est Mhm. là que j'ai eu un eye contact avec ma femme. Mhm. Et elle était étudiante, donc elle avait fait un master en chimie au Bélarus. Et D'accord. il y a 7 ans, donc en 2016-2017, toute sa famille est venue s'installer ici parce qu'ils ont des origines de la grand-mère ou l'arrière-grand-mère polonaise. Et donc, elle était déjà ici, ça faisait 3 ans. Et elle est en train de finir son master ou licence, je ne sais plus comment ça se passe en France, en diététique, dans la nutrition, D'accord. pour devenir diététique nutritionniste. Et D'accord. donc, voilà. Donc, là, maintenant, on travaille, justement, on utilise ça. Mais elle était aux études à cette époque-là. D'accord. Ouais. Cool, en fait, tu as changé de pays. En plus, je pense que la Pologne, enfin, en tout cas, parce que tu vas nous en parler, mais moi, la Pologne, c'est un pays dans lequel j'ai été plusieurs fois. Alors, j'ai jamais vécu, mais j'en ai toujours gardé un bon souvenir, à l'exception de la Ouais. capitale. La capitale, je la trouve un peu trop soviète, tu vois, un peu trop bloc gris. Mais sinon, les campagnes et les villes secondaires polonaises, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que ça, quand tu es arrivé en Pologne, qu'est-ce que ça t'a fait comme impression? Tu voulais rester ou c'est ta compagne c'est ta femme, pardon, on va y arriver, qui t'a fait rester? Ou qu'est-ce qui t'a fait rester en Pologne en fait? Non, au niveau de ma femme, moi, je te connais pas, mais je te suis à travers tes vidéos. Je pense être dans une optique semblable à la tienne, c'est-à-dire qu'on coupe la poire en deux. Donc, Hmm. si moi, il y a quelque chose qui me dit absolument pas, puis elle, ça lui dirait absolument, ben, c'est une option qui n'est pas envisageable parce qu'il y en a un des deux qui est au plus bas, en fait. Il est Hmm. ni au milieu, ni au plus haut. Au niveau de l'envie, il est au plus bas. Hmm. Donc, à ce niveau-là, non, moi, j'ai beaucoup discuté avec mon père et mon grand-père et j'ai eu l'impression, en fait, quand je suis arrivé ici, donc avec toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des anciens Français, donc des gens de plus de 60 ans ou 55 ans, de retrouver la vieille France. J'avais l'impression de retrouver une France que j'ai jamais mis les pieds, une France des années 70, peut-être D'accord. 80. Mhm. Et j'ai trouvé une énergie qui était assez spéciale, qui était une énergie, ben, t'as pas besoin une énergie canadienne. T'as pas besoin de regarder autour de toi. T'as pas besoin, encore plus qu'au Canada en fait. T'as pas besoin de faire attention quand tu traverses. Tout est bien carré, tout est C'est bien vrai. fait. Et ça étonne parce que c'est vrai qu'on a un petit peu l'image des pays de l'Est, un peu bordélique, un peu à l'arrache, un peu, tu vois, I don't give a fuck, tu vois. Mhm. Et en fait, non, pas la Pologne. La Pologne, ça m'a vraiment donné limite, alors toute proportion gardée, mais plus voilà une rigueur assez allemande finalement, tu vois.
Ça Ouais. aussi, ouais. C'est assez propre aussi la Pologne. Les rues sont propres. On ne voit pas des détritus de partout. Les campagnes sont Non. propres, bien entretenues. Les lacs, etc., les petits villages, j'ai trouvé très bien entretenus. Ouais. Donc ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. C'est vrai que ouais, c'est un bon pays pour ça. Bon, le gros, il y a un point négatif que je vois. Moi, j'aime pas trop m'attarder sur le négatif. Donc, dis-nous quand Donc, même. s'il y a des petits points en général négatifs, moi, je préfère ne pas en parler. Mais bon, pour dire ce qu'il y en est quand même, le seul point négatif, c'est au niveau de la température, donc de weather, la météo. À la météo. Ouais. Euh, la météo l'hiver. C'est-à-dire que c'est bon, dans ce coin-là, tu connais, c'est gris. Et Mhm. l'hiver, il y a peu d'ensoleillement. Mhm. C'est-à-dire que, bon, quand il y a beaucoup de neige ou de la pluie, qu'il y a pas de. À vrai dire, au Canada, on a beaucoup de neige, puis on a du soleil. C'est comme à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe. Ici, c'est Exactement. voilà, c'est Ouais, comme à gris. Moscou. C'est comme à Moscou. C'est neige, froid et gris. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que bah, toi, alors, comme je te disais, je ne connais pas le Canada, mais toi, tu vas comprendre que des fois, je me tuais à expliquer ça aux Français, qu'en fait, le froid et la neige, mais avec le plein soleil, c'est pas du tout la même ambiance. Et toi, donc, en tant que Québécois, en tant que Canadien, tu comprends ce que je veux dire avec le tout blanc, mais avec le plein soleil. Tu Bah comprends ce que je oui, veux dire? Ouais, ouais, ouais. bah oui. Mais c'est une sensation qui est de un unique, puis bah, en fait, tout ce qui est opposé de quelque chose d'autre est souvent semblable. C'est-à-dire que le chaud avec le sable, ben, c'est bien, ça a une énergie spéciale particulière Mhm. positive. Ben, c'est la même chose au niveau de la neige avec le soleil qui tape dans la neige, le plein Ah ouais, Celsius. c'est magnifique, ouais, ouais. Et c'est vrai que ça, bah, c'est exactement ça. Vladivostok, c'est ça. Les hivers sont froids. Il fait à peu près -15 en général à Vladivostok. Tu as la neige, la glace, mais par contre, il fait soleil 29 jours sur 30, quoi. Donc en fait, même s'il fait froid, si tu t'habilles bien, t'as pas la dépression liée voilà, à la grisaille, à la morosité, au côté triste. C'est pareil aussi, alors c'est pas vrai qu'à Vladivostok, par exemple, près du lac Baïkal, c'est comme ça également. En fait, tout l'extrême-orient, on va dire de Irkoutsk, encore Irkoutsk, ça peut être gris, mais de Irkoutsk jusqu'à Vladivostok, tu vas retrouver un temps comme ça. Ça tranche vraiment avec l'ouest de la Russie qui va être assez gris et tristounet finalement l'hiver. Et c'est ça aussi ça qui fait que ça m'intéresse pas d'aller vivre dans l'ouest parce que voilà, c'est gris et dépressif. Ok. Ouais. Tu nous parlais donc de sécurité finalement. La Pologne, ce que tu as aimé, c'est la sécurité des rues. Le Puis, fait. un petit, encore une fois, pour rebondir, Coublet, à ce que tu viens juste de dire avant, et on reviendra sur la sécurité au niveau Dis-moi. des rues. En fait, ce qui est dérangeant au point négatif que je t'ai donné, c'est ben, surtout pour la vitamine D, en fait. Hmm. C'est moi, je suis quelqu'un qui aime bien la nature, donc d'aller me prendre des compléments alimentaires si c'est pas nécessaire, ça me dit rien du tout. Mhm. Et sachant que j'aime le chaud, j'aime prendre le soleil et que je peux prendre ma vitamine D là, ben, je trouve ça un peu rigolo pour moi, ou c'est pas dérangeant, mais c'est un peu un struggle de me prendre la vitamine D parce que c'est gris dehors, tu vois, ça fait un peu bizarre. Mais c'est pas. Voilà. Mhm. Ce sont Et des pour points la. négatifs, il y en a tous les pays. Il n'y a pas de pays idéal. Hein. Ouais, exactement. Plus, minuses everywhere. Mhm. Euh, D'accord. Et tu nous disais tout à l'heure, en fait, finalement, on va parler un petit peu du Canada. Euh, Toi qui as vécu en France, au niveau insécurité, euh, le Canada, c'est comme la France ou quand même mieux que la France? je pense qu'actuellement, c'est C'est je pareil. pense qu'actuellement, c'est légèrement mieux. Ouais. Si tu mets du temps à répondre, c'est que c'est pareil. J'essaie en fait de décaler mon point de vue personnel sur la réalité des choses. D'accord. Et en vrai, c'est légèrement différent au niveau positif actuellement. Mais tu sais, le Canada a tendance surtout le Québec, à suivre la France. Et même au niveau hors politique, niveau insécurité, trafic en tout genre, etc.,
c'est assez bien exhibé au Canada. C'est-à-dire qu'en Pologne, par exemple, il y a du crime partout, mais c'est caché. Mais en France et au Canada, on va le voir de plus en plus, comme en France. On va D'accord. voir des gens se tirer dessus, on va voir des gens Ah ouais. couteaux, le trafic d'armes, le trafic de drogue. Ah oui, bah oui, tu vas à Montréal, ça tire tous les jours. C'est comme en France. Mhm. Ouais, je Ouais. confirme. Je confirme. À peine que je suis débarqué en France là, pour voir ma famille, je me gare quelque part sur un petit parking avec ma voiture et le soir, il y a un mec qui vient me voir. Il me dit vous vendez quoi? Je dis mais attends, ouais, tu peux me le dire, tu vends quoi, etc. Il commence à me tutoyer. Je dis écoute, moi je vends rien du tout, mais va-t'en. Il me fait alors tu fais quoi là? Tu viens repérer, t'es un bleu, il me dit le mec. Je dis mais attends, je débarque où là, tu sais. Si t'achètes pas, Je veux dire, un il me truc, dit, le mec, il m'a dit, soit tu deals, soit tu viens repérer. Qu'est-ce que tu veux faire? Exactement. Non, mais le mec, il dit, attends, attends. Je suis dans un petit village paumé de la Drôme, tranquille, sur un parking, je demande rien à personne. T'as un mec qui vient me voir, il vient me demander ce que je vends. Et je lui dis, quand je lui dis, écoute, t'as rien à vendre, casse-toi, il me dit, alors dans ce cas-là, tu viens repérer. Ouais, Et le c'est un mec, truc de il me fou. dit, mais ouais, moi, j'aime pas les bleus. Et le mec, je l'ai dégagé, mais je dis, mais attends, mais c'est devenu ça la France. Hein, bref. Ok, bah écoute. C'est dommage de. En fait, c'est dommage de, contre notre plein gré, d'être. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'être mêlé à des situations comme ça, en fait. Ça veut dire que plus le trafic, parce que c'est souvent des trafics de n'importe quoi, hein, c'est souvent la pauvreté qui amène ça, on va pas se le dire. Les gens qui ne peuvent pas se contenter de pauvreté comme en Pologne, en Russie ou au Bélarus, ben, vu qu'on est dans une société où on veut de l'argent, on veut être plus beau que le voisin, etc., ben, on va vendre de la drogue, on va faire du trafic de je sais pas quoi. Ça, c'est. Moi, alors, Canada, je connais pas, mais la France, mais les gens vivent bien en France. Hein. Quand je vois autour de moi, les gens comment ils vivent, les maisons qu'ils ont, les voitures qu'ils ont, leur train de vie, faut pas déconner. Hein. Les Russes en moyenne vivent beaucoup moins bien que les Français. Et Ah donc je veux oui. dire, en France, le problème c'est qu'il y a juste des fainéants qui n'ont pas envie de travailler et qui veulent de l'argent facile. Et pour eux, la drogue, Exactement. c'est un moyen de gagner de l'argent facilement, c'est tout. Mais il ne faut pas me dire que. Alors en France, il y a plein de problèmes, on est bien d'accord, je suis le premier à le dire. Mais quand il s'agit d'argent en France, il ne faut pas venir me parler. En France, il y a de l'argent, et il y a moyen de faire de l'argent, et Ah oui. il y a un supermarché, et les gens, on le voit, je veux dire, je vois le train de vie des gens, alors peut-être pas dans les villes, dans les quartiers un peu défavorisés, forcément, mais sinon dans les campagnes, etc., quand je vois les baraques qu'ils ont, Les terrains. les voitures dans lesquelles ils roulent, etc., arrêtez de dire que vous êtes pauvres. Vous ne galérez pas du tout, vous Non. êtes tous riches. Ouais. Alors, par Non, rapport mais aux c'est vrai. ouais, ouais. T'as raison, c'est. Ben, du coup, pour relier ton point de vue, ben, c'est une pauvreté intellectuelle, Kublai. C'est-à-dire que, Ouais. euh, oui, en France, on va se mettre dans la pauvreté par flemmardise, parce que la victimisation, ça nous mène nulle part, en fait. Bah, Voilà. en France, si, tu peux aller mendier pour des aides sociales. Et le pire, c'est qu'apparemment, on te les donne. Apparemment, ils les donnent. Enfin Ah, bref, on va pas la ouais. parler de ça, mais bah, écoute, ça fait déjà un parcours assez atypique. Hein. Tu viens du Canada, ensuite tu as été en Pologne, et donc ta femme est biélorusse. Et donc avec ta femme, t'as été faire un petit tour au Biélorusse ou pas? Au Ouais, je suis Bélarus? allé au Bélarus. Ouais. Ouais, ouais, Je moi suis allé au aussi. Bélarus 4 mois. Ouais. J'y suis resté 4 mois. Tu Et t'as es allé aimé où à ça? Minsk Ouais, moi j'ai été au Bélarus plusieurs fois. Bah, j'ai mon ex-copine principale, en fait, avant de rencontrer ma femme, était bélorusse, donc j'allais à Minsk, en fait. À un moment donné, j'y allais tous les week-ends, quoi, à Minsk. Mais bon, Ouais. c'était il y a 9 ans, hein, 9-10 ans. Ouais, il me semble. Donc, je connais bien Minsk parce que j'y ai passé beaucoup de temps. T'étais à Minsk ou t'étais dans une autre ville? Alors, je suis passé à Minsk, Brest aussi, j'ai fait. Ouais. euh, mais j'étais à Soligorsk. Soligorsk, c'est la ville des Chartiers, dans le sud. Ouais, donc les mines. Chartiers, tac. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Des mineurs, Euh, des mineurs. Mais des mineurs dans le exact. sens, pas les mineurs, les enfants, les mineurs,
Même les plus qu'on mineurs dans le sens pour les mines des de fois, sel. des fois, mon vocabulaire russe est plus précis que mon vocabulaire français. Mais bon, ouais. Les habitudes. Mais c'est une mine de sel, ouais. Ouais, une mine de Et, sel, d'accord. et ben, je suis resté, ouais, 4 mois, un peu plus. Un peu plus, mais ouais. Et j'ai aimé ça. Ouais. J'ai aimé ça. Bon, je cache à personne que vivre là-bas en tant que salarié ou vivre là-bas en tant que. Encore là, ça dépend le type de client que tu as. Mais vivre là-bas en tant qu'entrepreneur et gagner mon argent en rouble bélorusse, ça m'intéresserait plus ou moins. Mhm. Malgré la situation, nous, avec la situation plutôt qu'on avait, ma conjointe et moi, et que nous avons avec mon fils, parce que j'ai un fils, Ah, ça se passe bien. un fils que tu as eu avec ta femme? Oui, Ah, donc il est tout jeune alors. il est tout jeune, Kublai, ouais. Ah, d'accord. Un an et demi, 1 an et 6 mois. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok. Donc j'ai apprécié, puis ça peut être limite 8-10 mois par année, une bonne option. Mhm. Euh, En ce moment, enclavé comme ça, non merci. Je te dis ça, je suis en Pologne, mais non merci. Et il n'y a pas de mer, en fait. Donc, le fait de ne pas avoir de mer et de montagne, ça me refroidit. Bah ouais, c'est le défaut du Bélarus, hein. C'est que voilà, c'est des campagnes avec beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'étangs, Beaucoup de lacs. etc., des Ouais. forêts. Mais sinon, il n'y a pas de montagne, pas de mer. Et puis finalement, tout est regroupé sur Minsk. Tu as une ville, et puis c'est tout. T'as vite fait le tour du Bélarus. Ouais. Euh, bah, justement, tu parlais de la situation. Comment, depuis la Pologne, est-ce que tu crains la situation, un embrasement de la situation en Ukraine, ou comment toi tu vois le truc de là où tu es? Parce que toi, tu es quand même à côté du conflit ukrainien, quoi. Bon, je vois des trucs. Puis sinon, pour mon avis personnel, je ne pense pas. Je pense que si ça part en vrille en Pologne, ça va partir en vrille dans tout l'hémisphère nord, du moins. Mhm. Donc, je ne pense pas qu'on aura des problèmes. Par contre, oui, je vois des choses. Je vois des convois militaires la nuit un peu louches à 11h30 le soir qui passent sur l'autoroute. Les soldats sur les toits, tout ça. Oui, on en voit des trucs. Hein. On voit Mhm. beaucoup de camions de livraison de matériel, de retour de matériel. On C'est voit pas pas mal rien ce que de. tu es en train de dire. C'est pas rien ce que tu es en Ouais, train de dire. Ouais. ouais, ouais. Il y a beaucoup d'acheminement. Ouais, ouais, ouais. Il y a des trucs qui Ouais, sont c'est pas rien bizarres. ce que tu es en train de dire là. Moi, si je vois des armes passer tous les jours, je commence à me dire, écoute, j'espère qu'ils les Pas, envoient loin, parce que pas tous les jours, Kublai, mais j'ai aperçu ça quelques fois. Quelques fois. Au moins une bonne dizaine de fois depuis le c'est conflit. pas rien. Facile. Non, ouais. Ouais. Et Et bah du coup, oui, il y a la livraison de tanks. J'ai vu la dernière fois avec mon beau-père des léopards, ah ouais. carrément montés sur la remorque, c'était même pas caché. Ouais, on a vu pas mal de trucs. Des soldats revenaient aussi en camion médical. T'as Ouais, vu ça a les l'air de F-16? bouger pas mal. T'as vu les F-16? Non, non, j'ai pas vu de. J'ai pas vu, pas entendu. Hmm. Ouais. Et au Bélarus, je te dirais que c'était plus tranquille. J'ai rien vu, rien entendu de spécial. Pourtant, je suis au sud. J'étais au sud, donc ouais. Mais le Loukachenko, il est pas con, hein. En fait, bon, de facto, la Biélorussie est un vassal russe, hein. C'est même pratiquement le même pays. Mais on sent que voilà, il a pas envie de mettre le doigt dans cet engrenage, Loukachenko. T'as Poutine qui le pousse, bien évidemment. Ouais. Tu vois, oui, Poutine, il s'est mis dans la merde. Il avait plus dans la merde. Et il aimerait bien mettre quelqu'un dans la merde avec lui. Et Loukachenko, on sent que voilà, qu'il est moins con et qu'il essaye de pas se mettre le doigt dans cet engrenage. Et en plus, il a raison. Il a raison. Faut surtout pas qu'il mette ce doigt dans cet engrenage, parce que lui, il est entre la Russie et l'OTAN, quoi. Donc, lui, il va pas faire long feu si jamais. Bref. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'au niveau de sa situation, après c'est personnel, puis on changera de sujet après sans trop s'étaler là-dessus, Ouais. mais j'ai l'impression qu'il est plus
politiquement et autoritairement fragile. C'est-à-dire que, certes, il est là depuis un certain moment comme son homologue russe. Cependant, avec les derniers embrasements qu'il y a eu en 2019, c'est plus récent, c'est plus proche. Je pense qu'il y a intérêt à ne pas trop faire le mariole, comme vous dites en France. Ouais, et puis je veux dire, à l'Est, puis on finira là-dessus sur le sujet, mais à l'Est, en fait, il y a une hiérarchie un peu comme à l'Ouest. Par exemple, tu as voilà, le moins gradé, c'est Zelensky, ensuite tu as Macron, et le plus gradé, c'est Biden. Tu vois, c'est ça la hiérarchie. Bah, à l'Est, en fait, bah, le moins gradé, ça va être Loukachenko. Loukachenko, il dépend de Poutine, et Poutine, il dépend de Si, quoi. Si, c'est lui qui mène la barque. Le jour où Si lâche Poutine, Poutine, il n'est plus rien. Hein. En tout cas. Ça va être compliqué, ouais. Compliqué, on verra bien où est-ce que ça va mener. Et du coup, donc toi, parce que toi, ça fait quelques langues, là. Donc déjà, tu parles français et anglais. Tu parles polonais ou russe, ou les deux? Russe. Ouais. Ouais. Niveau B1, je dirais. Je suis pas. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à l'apprendre. Cependant, j'étais en Pologne, donc j'avais le struggle du OK, les langues sont similaires. Et je prends des mots, je prends des déclinaisons, je prends la structure des phrases. Donc ça m'a un peu embrouillé. J'ai fait un mauvais move d'apprendre le russe peut-être en étant en Pologne. Mais aujourd'hui, ça porte ses fruits et ça me permet d'apprendre le polonais assez facilement. Donc je te dirais que je suis au niveau A2 polonais. D'accord. Donc voilà, je parle nativement presque 2 langues et j'en parle une troisième assez couramment pour pouvoir converser et une quatrième qui est en développement. D'accord. Et le russe, ça passe en Pologne ou pas du tout? Alors, où je suis dans l'est de la Pologne, c'est. Tu peux croire que tu es au Bélarus ici. D'accord. Ouais. Dès que tu passes à Varsovie, donc moi, je suis en Podlasie, la région, mais dès que tu passes à Mazowiecki, ça devient beaucoup plus réticent au niveau russophone, de façon générale. Hein. Donc ici, ici, une personne sur 3, je te dirais, avec qui je converse dans la rue parce que, tiens, toi, tu as un accent, tiens, toi, tu viens d'où, peu importe la situation, une personne sur 3, soit est russe, soit parle russe de l'école avant ou de l'intérêt géopolitique actuel. Voilà. D'accord. Dites-nous en commentaire, ceux qui nous écoutent, quelle langue vous parlez. Est-ce qu'il y en a qui parlent le russe, le polonais ou le biélorusse, qui est pratiquement jamais utilisé, hein, finalement en Biélorussie, ils parlent tous russe. Mais dites-nous en commentaire quelle langue vous parlez, vous. Est-ce qu'il y a des russophones, des polonophones? Même pas comment ça. Ouais, je sais pas. Des locuteurs de la langue polonaise. Je crois que ça peut se dire comme ça. Dites-nous comment ça se dit, ceux qui parlent polonais. On dit les polonophones ou on dit autre chose? Dites-nous les Polonais, là, en bas, en commentaire, comment on dit ça. Ok, bah écoute, cool tout ça. Et donc, du coup, toi, tu es en Pologne, mais je pense que tu touches pas d'aide sociale. Non. 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 Je pense que. Toucher de l'aide sociale en Pologne, de toute façon, même en France, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Ouais, ça vaut pas grand-chose. Donc, en fait, tu fais comment pour vivre? Parce qu'il faut bien nourrir ta femme, ton enfant, te faire plaisir un peu, te loger. En fait, tu vis de quoi là-bas en Pologne? Parce que c'est bien, tu sais, il y a plein de mecs qui veulent s'expatrier. Hein. Moi, je reçois plein de demandes, j'ai envie de partir, etc. Et la première question, je pose, ok, tu gagnes ta vie comment? Bah, je sais pas. Bon, bah déjà, commence par réfléchir là-dessus. Donc toi, tu gagnes ta vie comment? Tu as un petit boulot sur place, tu as une entreprise sur place, tu gagnes ta vie sur Internet. C'est quoi le truc là? Je voulais, avant de revenir, encore, tu vois, je suis un lapin, moi, je suis comme un lapin. Je veux rebondir encore sur ce que tu as dit juste avant. Bah vas-y, on a tout le temps. Moi, j'aime bien les langues, donc au secondaire, donc au lycée peut-être, j'avais pris des cours d'espagnol et des cours de mandarin pendant 1 an et demi que j'avais arrêté. Et quand j'étais revenu de France, donc j'avais fait un voyage en Égypte
en 2018. Donc, j'étais revenu de France un petit peu au Canada. J'ai fait une année à l'université pour apprendre l'arabe littéraire et parce qu'on parlait de langue. En fait, j'avais trouvé que c'était assez, parce qu'en Égypte, ils parlent presque l'arabe littéraire et j'avais trouvé ça assez charmant au niveau de la sonorisation, qui est assez différente de celle en France, entendu. Et j'avais fait mon cours et il me restait un an et j'avais pris la décision d'arrêter pour aller en France et je m'étais dit, bon, ben, au pire aller, si l'arabe littéraire me plaît tant que ça, ben, je l'apprendrai là-bas, je pourrai pratiquer, j'aurai l'occasion de pratiquer. Et ben, comme par hasard, il y a le coco le KK-19, ouais. qui est arrivé. Donc, j'avais vraiment, vraiment fait un bon move de partir, surtout que c'était assez restreint au Canada. Et finalement, ben, je me suis fait inviter par mon collègue et j'ai délaissé la langue arabe pour pouvoir ben, me mettre dans le monde polono-russophone, si on veut. Donc voilà, c'était toutes des choses qui étaient assez bien timées et je voulais donner cette précision-là pour la langue. En fait, tu m'as parlé de la langue et je trouvais ça intéressant de te donner mon petit cursus d'apprentissage en langue qui ne s'arrête pas à 4 langues. Mais voilà, j'ai dû faire une sélection, si on veut. Ouais. Et tu sais que moi, j'ai même surenchérir. Mon Vas-y. père a fait une étude d'arabe littéraire. Ah ouais? Mon père, il parle l'arabe littéraire. Et il me Cool. disait en fait que l'arabe de Racaille ou l'arabe de maghrébin, c'est pas de l'arabe, c'est un espèce de patois mélange et que c'est pas le vrai arabe. Il disait enfin, il dit toujours, le vrai arabe, c'est beau. Il disait la langue en elle-même, elle est belle, elle est riche et c'est loin du cliché qu'on en a. Mais vraiment, il parle de l'arabe littéraire. Voilà. Ouais, l'arabe littéraire, c'est sur. Moi, j'étais vraiment sur le littéraire. Ben, une autre anecdote, je m'amusais souvent à commander, tu vois, dans des milieux arabophones, entre guillemets. En arabe, excusez-moi, je m'amusais à converser, j'arrêtais les gens pour leur demander s'ils voulaient de l'aide, tu vois. Et plus de 90% des gens ne pouvaient pas converser avec moi. C'est ce que me dit mon père. Mon père, il parle arabe littéraire. Il me dit, avec les Maghrébins, en fait, ils parlent pas arabe. C'est des menteurs. Il disait, ils parlent une espèce de mélange avec du français. Et quand tu leur parles vraiment arabe, déjà, ils sont choqués. Et ils suivent pas vraiment, quoi. Alors, il y en a qui sont éduqués, qui le parlent vraiment, que du l'arabe littéraire. Mais il me disait, le patois de Racaille, là, qui est utilisé, c'est pas de l'arabe. C'est autre chose. Ouais, ça, Quand tu leur parles vraiment arabe, quand tu leur parles vraiment arabe, propre, la discussion s'arrête vite en quelques phrases, ils passent au français parce qu'ils ne suivent pas, quoi. Ah ben, elle commençait même pas, Koublaï, je te garantis. Ouais. La discussion, elle ne se terminait Ouais, mais terminait jamais. Ça commençait pas. Et pour revenir, ben, moi, je ne suis pas. J'ai un bac plus 2, entre guillemets, l'équivalence, donc j'ai aucune grosse compétence en tant que telle au niveau du cursus scolaire. Mais ce que j'ai fait, en fait, c'est quand je suis arrivé en Pologne, d'un, j'avais de l'argent de côté. Et Ouais. de deux, en fait, comme j'ai travaillé en France, j'arrivais à mettre de l'argent de côté. Et au Canada d'ailleurs aussi, mais c'est de l'argent que j'avais vite dépensé en voyageant. Et en rencontrant ma femme, ben, j'ai vu son cursus et j'ai vu que c'était quelqu'un qui, en fait, prenait soin un minimum de la façon dont elle mangeait. C'est-à-dire que, bon, c'est assez rare, hein, tu vois, on va souvent voir des gens qui prennent assez soin d'eux au niveau physique, c'est-à-dire que, bon, on va se faire les cheveux, la barbe, une belle peau, quoi que ce soit, ben, des choses qui sont toutes liées avec notre santé générale de toute manière. Mais voilà, c'était une femme qui prenait vraiment attention, faisait vraiment attention à regarder ce qu'elle achetait, les ingrédients, sans être parano ou drastique, mais un minimum. Et c'était en fait comme moi. Et ça m'avait plu. Je voyais qu'elle faisait des études en diététique, qu'elle était chimiste avant, donc un master en chimie, ce qui pourrait nous aider éventuellement à faire de la biochimie. Donc j'avais tout analysé ça. Et on a eu beaucoup de conversations pour savoir ce qu'elle voulait faire dans la vie. Et comme étant aux études, je me disais, ben, si tu es aux études actuellement, c'est que tu veux travailler dans la santé, peut-être être diététicienne, nutritionniste.
Et avec plusieurs conversations, on en arrivait à créer notre propre structure. Donc, je travaille avec une équipe en fait de professionnels de la santé. Donc, ma conjointe, son père, tu sais comment ça marche les Russes, c'est très familial. Donc, son père qui est anesthésiste, gynécologue de formation, mais qui est à son compte depuis une 13aine d'années. Et sa mère qui est pédiatre, donc au niveau des jeunes, des enfants. Et on a notre structure, on a un cabinet en Pologne et on travaille avec différents milieux. C'est-à-dire que moi, je suis spécialisé avec le monde professionnel, donc tout professionnel de la vie de tous les jours, toutes gens qui travaillent beaucoup dans une journée ou dans une semaine, entrepreneurs, businessmen, peu importe, ben, j'accompagne ces gens-là au niveau de l'alimentation, mais du mode de vie de façon générale, parce que c'est lié avec les professionnels de la santé avec qui je travaille dans leur quotidien. Donc, comment est-ce que tu pourrais faire pour avoir plus d'énergie au quotidien? Comment est-ce que tu pourrais faire pour mettre 2 ou 3 heures sur tel projet pendant les 3 prochains mois pour pouvoir avoir du temps de libre pour tel autre projet, ou pour maximiser tes chances d'arriver à la fin puis d'avoir encore de l'énergie pour entamer d'autres choses. Donc, moi, c'est ce que je fais de façon très grossière, générale. En fait, tu aides les gens à être plus efficaces par leur énergie, grâce à une nutrition adaptée et par la gestion du temps finalement. Gestion du temps, nutrition. Parce que la façon qu'on mange joue beaucoup sur notre gestion du temps, nos coups de barre, notre façon de dormir, notre façon de se réveiller, etc., etc. Donc, le temps, c'est de l'argent, mais le temps, c'est également de la santé. Et en fait, perdre son temps, c'est un choix du quotidien. Donc, chaque petite chose qu'on procrastine, et ça, je l'ai souvent entendu à travers tes vidéos sous d'autres mots, chaque petite chose qu'on procrastine, c'est quelque chose qu'on perd à tout jamais, en fait. C'est quelque chose qui nous est enlevé par le temps, justement. Ouais, parce que le temps, c'est la seule égalité entre les hommes, ça, le temps. Le temps passe et tu peux pas le rattraper, jamais. D'où l'importance, les gars, c'est que si vous faites quelque chose, faites déjà ne pas avoir si vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous expatrier, que vous hésitez, n'hésitez pas parce que vous allez le regretter après, vous n'avez rien à perdre. Et puis, dans ce que vous faites, essayez de faire quelque chose. Ne vous lancez pas dans un truc uniquement pour l'argent. Faites un truc qui vous plaît un minimum parce que comme ça, si ça marche pas, vous aurez passé du bon temps. Et si ça marche, bah, vous aurez à la fois et l'argent et vous aimerez ce que vous ferez. Et il ne faut pas oublier que le temps passe et qu'il faut aimer sa vie. Ça sert à rien de d'avoir une vie qu'on déteste juste pour avoir un peu plus d'argent. En tout cas, ça, c'est ma philosophie. Donc, okay. C'est peut-être ta philosophie, mais je pense que dans la vie, il y a un certain niveau de sagesse et ta façon de voir est assez sage de ce point de vue-là parce que, voilà, je pense que même quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, qui se casse en deux avec des journées qu'il n'aime pas pendant 20 ans, je pense que même son résultat final, sa grosse baraque, ses voitures multiples, peu importe, je pense qu'il peut avoir quelques regrets au travers. Et je ne parlerai pas pour certaines personnes, mais voilà, il suffit de s'entourer de certaines personnes qui ont eu un certain succès financier, de discuter avec eux et le compte est vite fait. D'ailleurs, le succès financier, c'est quoi au final? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Alors, tu peux me dire, on peut toujours entrer dans l'extravagance. On peut acheter des yachts, des hélicoptères. Ça, c'est l'extravagance. Je ne sais pas personnellement si tu as besoin de ça ou il y en a qui ont besoin de ça. Moi, perso, je peux m'en passer. Si je veux faire un tour d'hélicoptère, je le loue. Si je veux faire un tour de yacht, je le loue. Voilà, c'est pas inabordable. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut acheter? C'est quoi? C'est des maisons, des appartements ou des voitures. Ça se résume à ça en fait finalement. Donc si tu as déjà une voiture qui te plaît ou que tu as un logement qui te plaît, la maison qui te plaît et que tu manges à ta faim, déjà tu es bien, tu as déjà ce qu'il faut pour ensuite faire uniquement ce qui te plaît, quoi. Les gens aussi ont beaucoup peur, une peur finalement qui est des fois irrationnelle parce qu'ils pensent qu'ils sont pauvres mais ils ne le sont pas en réalité, ils ont déjà tout ce qu'ils ont. Et puis finalement le succès financier, sauf si c'est vraiment histoire de faire des scores, le plus de scores possible. Une fois que tu as une belle maison, une belle voiture, ça y est, t'es bien. Qu'est-ce que tu as besoin de plus, quoi? Après, tous les autres plaisirs sont gratuits. Le sport, t'as pas besoin d'aller en salle de sport. Tu peux faire du sport chez toi. Tu peux courir. Un côté, ça coûte pas cher. Bien se nourrir, en général,
Ça coûte moins cher comme mal se nourrir. Je ne sais pas ce que tu. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce qu'en fait, quand tu regardes un caddie, ce qui coûte cher dans le caddie, c'est toutes les cochonneries. C'est les chocolats, c'est les gâteaux, les coca, c'est ça qui coûte cher. Mais par exemple, des légumes, des fruits, alors c'est pas vrai partout, tu me diras, mais par exemple en Europe, les légumes, les fruits, de la viande, etc. Bon, c'est pas forcément les aliments les plus chers. Donc, ouais, tout ça est relatif. D'ailleurs, en parlant d'argent, est-ce que tu as dit tout à l'heure que tu étais parti en Pologne avec des sous de côté. Est-ce que tu veux nous dire avec combien tu es parti ou tu préfères le garder? Non, j'avais 4500 euros. Vous entendez? Vous entendez combien il avait? Il est parti avec 4500 euros. Il n'est pas parti avec 45 000. Il n'est pas parti avec 450 000 euros. Il est parti avec 4500 euros. Donc, je pense que ça peut se faire avec. Ouais, j'ai pas d'argent, etc. Excusez-moi, mais 4500 balles, quand vous venez du monde occidental, ça se trouve pas trop difficilement, hein, surtout quand on met un petit peu de côté tous les mois, qu'on arrête de fumer, qu'on arrête de se mettre des boîtes en. Là, je m'adresse aux plus jeunes. Quand on arrête de fumer, quand on arrête de se mettre des boîtes en boîte à 200-300 balles, qu'on n'achète pas des voitures qui consomment 15 litres au 100, qu'on n'achète pas des habits de marque à tout va, etc., des chaussures à 200 balles, ça se trouve vite 4500 balles. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas besoin d'une fortune pour partir. Voilà, donc tu es parti avec 4500 euros. Et pourtant, aujourd'hui, là, tu es prospère à ton niveau, tu es prospère. Tu as une activité, tu as monté une activité avec ta belle famille, tu as de quoi nourrir ta femme et ton gosse, tu es logé, etc. Donc, comme quoi l'argent n'est pas important que ça, quoi. Ouais, excuse-moi de t'avoir coupé. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux rajouter? Non, ben surtout que j'ai une conjointe qui est assez intelligente, hein. C'est pas prétentieux, mais. Non, mais. Voilà, elle aime ce qu'elle fait. Elle a des appels, elle peut aider quelqu'un, elle a une consultation, ben elle le fait. Puis sinon, elle est avec mon fils, puis on passe du temps ensemble. Puis voilà, c'est. Il n'y a pas de moi je veux que toi tu travailles, que tu ramènes temps, puis je fous rien. Ou non, il n'y a pas de calcul vicieux. Ou non, c'est simple, c'est naturel, puis voilà. On apprend nos expériences, puis c'est tout. C'est comme ma femme, hein. Ma femme, elle travaille aussi. Maintenant, elle travaille sur Internet. Alors, bien évidemment, moi, je gagne bien plus qu'elle, mais elle travaille, elle a son activité, elle aussi s'est lancée sur Internet. Maintenant, on a une activité à plein temps. Voilà, les femmes en général des pays de l'Est et notamment de Russie sont pragmatiques. Ma femme est russe et elle est très pragmatique à ce niveau-là, quoi. C'est vrai que. Ouais. Une fois, si vous partiez avec une somme, mais que sur place vous avez des revenus qui tombent, vous n'êtes pas obligé de partir avec des millions. Hein. Vous partez avec peu. Si vous savez que tous les mois vous avez de l'argent qui va tomber, ça va, quoi. Tous les mois, on a nos sources de revenus diversifiées. Et justement, il y a eu des mois dans les 3 dernières années où c'était plus compliqué financièrement du fait, donc je préfère le préciser, c'était plus compliqué du fait d'une hausse d'un mode de vie. Pas parce qu'on gagnait plus, l'inflation, mais par l'inflation, par certaines obligations et par choix. C'est-à-dire que des fois, on essaie d'aller chercher des produits un peu plus fancy, si je peux me permettre, des produits de meilleure qualité. Des fois, on fait des tests. Et donc, pour pallier cette baisse d'argent net dans nos poches à la fin du mois, parce que c'est ce qui est important de regarder, c'est pas combien tu gagnes net avant appartement, etc., etc. Donc, moi, je me prends du temps, en fait, sur Upwork. Donc, je fais plusieurs applications, mais en freelance, en fait. Donc, Upwork, c'est un excellent moyen de commencer. C'est un excellent moyen de commencer à faire du freelance, Upwork. C'est une manne de clients. Bon, c'est cher, Upwork, pour la commission qu'ils prennent, mais ça te permet déjà de te faire une manne de clients et c'est accessible à tout le monde. Je t'ai désolé, je t'ai coupé, mais Upwork, c'est important. Ouais. Non. Ouais. Très, très cher, comme tu dis, la marge. C'est pas donné. Mais non, c'est comme ça que je me débrouille. Puis pour rester dans le niveau expatriation, ben c'est au travers de mon cheminement, donc c'est assez récent, que j'ai appris au travers de tes vidéos, au travers de d'autres vidéos, au travers de conversations, au travers d'expériences de par moi-même en faisant le move.
que je me suis rendu compte, OK, bon, il faut que je me diversifie dans ce niveau-là, dans ce niveau-là. Il faut que je réussisse à lier deux choses ensemble. Ou, voilà, il y a vraiment un travail complexe qui se fait au niveau de la visualisation du futur, autant sur le niveau professionnel que personnel. Ouais. Et en Pologne, combien tu dirais qu'il faut pour vivre assez confortablement à trois? Donc toi, ta femme, ton enfant, vous avez un logement suffisant pour trois. Je sais pas, tu as une voiture? Non, j'ai pas de voiture. Je l'ai vendue il y a pas longtemps. J'avais une petite Toyota 99. Ouais. Et je l'ai vendue parce que là, je te dirai la suite après, là, on a des projets ici en Pologne. D'accord. Et combien il te faut en fait pour un budget mensuel? Combien, en tout cas, toujours pareil, hein, il y en a qui veulent rouler en Ferrari et avoir des penthouses de 300 mètres carrés. Puis il y en a d'autres, ils veulent vivre dans des taudis et prendre une carte de bus. Donc ça dépend vraiment des gens. Mais par exemple, pour toi, combien il te faut, si tu veux le dire, hein, si c'est confidentiel, tu le dis, tu n'es pas obligé de répondre. Combien il faut en fait pour budget pour une famille avec un enfant en Pologne aujourd'hui? Donc, je pense que je pourrais t'amener une réponse assez complète parce que j'ai l'expérience des 3 dernières années qui parle. Oui. Entre 1000 et 1300 euros, c'est faisable. Tout seul. C'est faisable pour avoir un appartement standard correct, une quarantaine, cinquantaine de mètres carrés pour une personne, ce qui est correct. C'est pas très bien, c'est pas trop petit. Pour aller au restaurant peut-être deux fois, 3 fois dans le mois, pour se prendre le taxi de temps à autre, pour s'inscrire à une activité sportive, un club de foot ou un club de boxe ou un club de volleyball, peu importe. Je pense qu'avec 1000, 1100, 1200 euros tout seul, c'est possible et largement. Par contre, il y a l'inflation. Donc, moi, ce que je te parle, c'est il y a 3 ans. Il y a l'inflation et de deux, il y a dans la vie, pour moi, il faut mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire que vivre et dépenser 100% de ses revenus dans le mois, même si tu n'es pas négatif, ben, dans un sens, niveau papier, tu ne progresses pas. Tu n'es pas en ligne montante. Ça me fait plaisir de l'entendre le dire parce que ça aussi, c'est un truc que je dis pendant des années. Ça, il y en a qui me répliquaient, oui, tu dis qu'il faut tant pour vivre en Russie, etc. Pourtant, voilà, le loyer, les temps, on mange pourtant, oui. Tu investis comment? Tu mets de l'argent de côté? Non. Donc, prévois 1000 ou 2000 balles de plus. Allez, 1000 minimum, 1000 de plus que ton budget. Mais ces 1000 balles, il faut que tu les mettes dans autre chose. Au moins que tu les économises. Tu les mettes dans l'immobilier ou dans un truc qui a de la valeur pour toi. Donc finalement, il faut toujours prévoir plus que le budget nécessaire. Si par exemple, je ne sais pas, tu vas me répondre, mais admettons, il faut 1500 euros pour vivre en Pologne avec ta famille. Il faut prévoir minimum 2005. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. 3000. 3000, ouais, non, mais oui. C'est ce que je disais aussi en Russie. Ouais. D'ailleurs, je le dis toujours, même encore plus maintenant avec l'inflation, mais il faut de l'argent, quoi. Par exemple, ceux qui s'expatrient avec 1000 balles par mois et qui pensent qu'ils vont tout vivre toute leur vie comme ça, non, c'est un mauvais plan. Oui, ça peut être bien si tu as 20 ans, que tu es tout seul, tu as tes 1000 balles par mois et que derrière, tu as un plan béton et tu as un plan, surtout tu es déter pour aller chercher, aller au minimum plusieurs milliers d'euros par mois. Mais rester à 1000 euros par mois toute ta vie, c'est pas un projet. Même rester à 1000 ou à 10 000, c'est-à-dire que, en fait, c'est la même chose. Que tu gagnes 1000 euros par mois ou que tu en gagnes 1 million, si dans les 30 jours suivants, tu dépenses le 1 million ou les 1000, on est au piédestal. C'est-à-dire que, il faut avoir une optique de vision long terme. Et c'est rigolo parce que cette vision long terme-là, je la vois beaucoup dans l'alimentation, justement. Dans le mode de vie des gens. Est-ce qu'en général, on veut se faire plaisir là, maintenant, tout de suite, ou on se dit, OK, je peux me faire plaisir, mais en pensant long terme. Donc, il y a quelques petites choses qui vont être modifiées. Et c'est la même chose sur le plan financier, si on veut.
Je suis Exactement. d'accord avec toi. Mm. Ouais. Et comme par exemple, là, je viens de terminer des e-books justement dans le cadre de mon travail. Et donc, c'est des e-books sur la nutrition, comment justement maximiser notre énergie grâce à la façon dont on peut manger éventuellement, dont à certaines astuces qu'on peut éventuellement incorporer dans notre lifestyle. Et voilà, ben, ces e-books-là, ça m'a pris 2 mois et demi à charbonner, entre guillemets, à écrire, à penser, à aller marcher parce qu'il faut que je m'aère le cerveau. Puis pendant ce temps-là, ben, si tu es en train de faire quelque chose temps plein, tu n'as pas d'argent qui rentre. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce que j'appelle des paliers. C'est comme les escaliers. Entre chaque escalier, entre chaque étage ou milieu d'étage, il y a un palier. Et il faut utiliser ce palier-là, justement, pour penser à mettre de l'argent de côté. Parce que quand on arrive à un palier, si on n'a pas de sous, si on n'a pas d'énergie pour monter les autres marches, ben on est foutu. Vaut mieux avoir justement les économies. Sur ce palier-là, on se refait, on se régénère et après, on est prêt pour monter la prochaine batch d'escalier, entre guillemets. Oui, puis aussi pour faire face aux aléas du business. Par exemple, ton activité peut se mettre à moins marcher parce que le marché a évolué, parce qu'il y a des nouvelles lois, ou parce que, je sais pas, il y a une guerre, ou parce qu'il y a un coco 2047, tu vois. Donc, des fois, tu as des aléas que tu ne contrôles pas et tu es obligé de les encaisser. Et si tu n'as pas d'argent de côté à ce moment-là, eh ben, tu es dans la merde. Et ta liberté, là, elle se restreint rapidement. Ouais. Ouais. Donc, à ce niveau-là, voilà. Et surtout que pendant l'année et demie, mon développement professionnel était laborieux. C'est laborieux, c'est pas que c'est pas pessimiste, c'est que ça prend du temps, c'est de l'énergie, c'est des essais-erreurs à en plus finir. Et c'est toujours mon cas, c'est-à-dire que je suis toujours en train de me renouveler, je suis toujours en train de voir comment je peux réellement, avec les situations sanitaires mondiales, la façon dont on mange, puis de la façon dont on fait de l'agriculture, comment je peux vraiment aider telle personne et telle personne, mais aider pragmatiquement, pas de dire, OK, moi je vais vendre une semaine d'accompagnement, un mois d'accompagnement, un an d'accompagnement ou un menu. Non, non, c'est pas une optique de vente, c'est une optique, OK, comment je peux vraiment rendre service à la personne qui est éventuellement intéressée par ma personnalité, par mes services, par mes conseils. Donc, c'est rock'n'roll, ça prend de l'énergie, puis l'estime de soi peut à quelques reprises en prendre un coup. Si tu es vraiment tout seul dans un pays, que tu n'as pas de ressources, ou que tu fais tes propres ressources par toi-même, tu n'as pas d'aide sociale, tu n'as pas tes parents qui t'envoient un certain montant ou quoi que ce soit à chaque mois ou à chaque année, ça prend un certain mental. Plusieurs fois, je me retrouve à. Plusieurs fois, je me suis retrouvé à brailler littéralement, à pleurer, puis à me dire bon, comment ça se passe? Puis, ah ouais, c'est sûr. C'est rigolo parce que c'est directement lié avec ce que avec ta nouvelle approche des derniers mois, des dernières semaines. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu as dit, OK, là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs, travailler à distance, mais les profils ne sont pas au rendez-vous. Bah oui. Tu en as parlé justement dans les dernières semaines. Bah ouais, c'est comme par exemple avant, tu sais, avant j'avais les nouveaux Russiens, j'aidais ceux qui voulaient venir en Russie. Et même quand j'avais ça, je me souviens en fait finalement des profils qui ont vraiment, comment dire, la largeur d'épaule pour se créer une vie libre en Russie avec des revenus suffisamment confortables et sans devoir aller se mettre à Moscou dans un petit train-train, métro dodo, un petit appartement et la grisaille toute l'année. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est des profils. L'expatriation, c'est quand même où il faut, voilà, faut pas être un pleureur. Faut pas être un pleureur. Faut pas se plaindre. Il faut, voilà, faut s'y mettre et il faut accepter un certain risque, quoi. Tu vois, les gens ils veulent tous sur un plateau d'argent. Non, dès que tu t'expatries, dès que tu entreprends, même dès que tu prétends à la liberté, qu'elle soit temporelle ou géographique ou financière, il y a des risques. Il y a des risques et faut être prêt à les prendre. Sinon, il faut aller postuler à la SNCF. Voilà. Là, tu n'as pas de risque. Bah si, tu as le déraillement.
En TGV, le TGV en terraillement, ça doit être quelque chose. Donc, vous voyez, Ouais, même en effet. si vous devenez fonctionnaire, il y a des risques. Si jamais vous êtes prof de lycée en France, vous risquez de vous faire tirer dessus ou vous prendre un coup de couteau. Et si vous êtes conducteur de train, vous risquez de dérailler. Donc voilà, vous Ouais. aurez des risques de toute façon. Donc autant prendre le risque d'aller en Pologne et de se faire une belle vie là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça dépend de nos goûts et des couleurs qu'on préfère, mais je te relie quand même sur ce que tu dis. Il y a des risques partout et surtout, c'est la motivation principale en fait qui est la première pierre à poser. C'est-à-dire que si tu n'as pas une base solide pour une maison, elle s'écroule et c'est le même principe avec un projet d'expatriation, avec un développement professionnel, avec un changement d'habitude alimentaire ou une réorientation santé. C'est la même chose dans tout. Si tu ne comprends pas pourquoi tu fais ou tu veux faire quelque chose et qu'est-ce que tu vas faire concrètement après, ben, tu es foutu. Ça veut dire qu'à la seconde où tu ne sais pas pourquoi tu le fais, pourquoi tu ne comprends pas en fait, à la seconde où tu ne comprends pas, tu ne peux pas commencer à te faire un plan qui a du sens. Tu ne peux pas commencer à te faire un plan qui est structuré. Sans pourquoi fort, tu n'arrives à rien. Par exemple, apprendre une langue. Tout à l'heure, on parlait de langue. Si tu n'as pas un pourquoi assez fort pour apprendre une langue, ça sert même limite à rien de commencer. Par exemple, moi, j'apprends le japonais par intermittence. C'est-à-dire, des fois, je m'y remets, des fois, je lâche pendant des mois, puis ensuite, je m'y remets, puis je relâche. Et je sais que ce n'est pas une façon d'apprendre une langue. Parce que justement, je suis à l'origine un spécialiste des langues. Et moi, je sais en fait pourquoi je ne progresse pas en japonais actuellement. Parce que j'ai pas un pourquoi assez fort. J'ai pas de raison d'apprendre le japonais actuellement. J'ai pas de projet avec le Japon dans les 3 prochaines années. J'ai pas de travail avec le Japon, etc. Même peut-être à très long terme. Mais j'ai pas un pourquoi assez fort. Et si tu n'as pas un pourquoi assez fort, finalement, tu n'arrives à rien. Et c'est partout dans tout, hein. Ça marche pour l'entrepreneuriat, ça marche pour l'expatriation, ça marche pour les langues. Il faut vraiment que quand tu fais quelque chose, que ce soit utile à un but assez proche, assez immédiat. Sinon, quand tu dis ouais, c'est pour dans très longtemps, tu n'y arrives pas. Tu dis ah, de toute façon, je peux le faire encore demain. Oui. Le pourquoi, c'est le pilier numéro 1 en fait de tout apprentissage. Le pourquoi. Pourquoi si tu as un pourquoi fort, là, tu as fait 50% du travail. Voilà. Tu as appelé ça un pourquoi fort, c'est ça? Un pourquoi fort, oui, un pourquoi fort. Pourquoi fort, oui. Ah ben j'aime bien. Si tu as ça, tu as en fait 50% du travail parce que tu as déjà l'essence. Le pourquoi fort, c'est l'essence du truc. Après, une fois que tu as le pourquoi fort, t'inquiète pas que les solutions, tu vas les trouver. Voilà. Si c'est pour l'expatriation, vous venez me voir. Si c'est pour, je sais pas, la nutrition, les gens peuvent venir te voir toi. Si c'est pour autre chose, pour, je sais pas, devenir un expert en tennis, aller voir un pro de tennis. Mais voilà, si tu as décidé que tu allais devenir bon dans quelque chose, t'inquiète pas que les solutions, tu vas les trouver. Ouais. Ouais. Non, c'est un pourquoi fort. J'aime bien. Un pourquoi fort, ouais. Un pourquoi, un why, un pourquoi, quoi. Strong why. Strong why. Nice. Ouais. Non, donc c'est. Puis, ben, justement, pour donner une preuve, entre guillemets, aux auditeurs, quand on parle de renouvellement, et j'ai pas honte de ça, au contraire, j'en rigole. Quand on parle de renouvellement, de développement, et certes, au début d'un développement professionnel, on se cherche, on ne sait pas concrètement ce qu'on veut apporter. Mais moi, je suis passé par là, puis vous pouvez voir ça à travers YouTube. J'ai essayé une fois des shorts sur la nutrition. J'ai différents réseaux sociaux, puis vous allez regarder juste ma chaîne YouTube, vous allez voir quelques shorts. Ben ta chaîne YouTube, ce que je ferais, c'est que je la mettrais en commentaire en fait en dessous de la vidéo. On fait comme ça les gens pourront aller voir. Ouais, ben limite, c'est ridicule, mais l'idée est bonne, sauf que voilà, vous allez voir qu'au travers d'un développement, rien n'arrive sans rien et rien n'arrive avec rien. Donc tout le monde sait ça. Ça faut se planter, il faut avoir l'air ridicule pour arriver à quelque chose. Bah oui, de toute façon, on commence tous petits. D'ailleurs, ma première vidéo, non, pas ma toute première, les toutes premières, je les ai enlevées parce qu'elles étaient vraiment nazes. Mais une de mes toutes premières vidéos, je crois que c'est même la première vidéo que j'ai sur cette chaîne.
quand je parle, à l'époque, en fait, cette chaîne s'appelait L'Atout des langues. En fait, cette chaîne YouTube, c'était une chaîne consacrée uniquement aux langues et à l'apprentissage des langues et leur utilisation de la vie. Ça s'appelait L'Atout des langues, avant que je passe sur l'expatriation, etc., que je suis allé aux langues. Mais la toute première vidéo, si je ne me trompe pas, sur cette chaîne, c'est justement le plus important quand on apprend une langue, et c'est le pourquoi. Voilà. Si tu n'as pas le pourquoi, c'est mort. Si tu as le pourquoi, t'inquiète pas, ça va le faire. Voilà. Mais il faut un peu fort. Il faut que tu te lèves le matin et tu dises, allez, j'ai encore cet objectif. Tu vois, c'est genre, tu te lèves le matin, la première chose que tu fais en déjeunant, c'est tu révises ta langue. Voilà. Avant de te coucher, tu révises ta langue. Dès que tu as un petit peu de temps dans la voiture ou entre midi et deux, tu révises ta langue. Et tu es en mode comme ça, apprentissage militaire pendant 1 an. T'inquiète pas que ta langue, tu vas l'apprendre. Voilà. C'est pareil pour le sport. Rigolo que tu parles sport, c'est pareil, hein. Si tu veux devenir un athlète de haut niveau, déjà il y a une diète, spéciale. Et puis, tu as un entraînement à respecter et tu as intérêt à tenir. Hein, sinon, tu ne deviendras jamais un athlète de haut niveau si tu veux en devenir un. Ouais. Ben, c'est quoi pour des. Je ne sais pas s'il y a il y a 2 exemples pour appuyer ce que tu dis, puis peut-être pour les gens qui essaient de se l'imaginer pour qu'ils puissent vraiment to feel it, qu'ils peuvent vraiment le ressentir au niveau de l'intérieur. Un enfant, on ne s'en rend pas compte, mais je suis avec un enfant actuellement. Tu as beau parler 15 langues, tu lui parles tous les jours, tu lui lis un petit livre en français et en russe, par exemple, et en anglais avant de se coucher. Donc, tu alternes. Toi, tu lis en français, ta conjointe en russe, parce qu'il faut alterner. La poire doit toujours être coupée en 2. Ça, c'est pas une question. Ben, les enfants, ils apprennent comme ça. Ça veut dire que tout le monde a réussi à parler dans ce monde-là, ou presque. Il y a 99,9% des gens de la planète qui arrivent à parler, à communiquer. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça s'est fait naturellement. Eh bien, l'enfant, il voit qu'il doit communiquer avec les autres parce que sinon, il est perdu. Il peut rien faire, en fait. C'est un bon à rien, un enfant qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas prendre l'exemple, prendre comme exemple les gens qui l'entourent. Il sait qu'il va devenir un bon à rien. Il sait c'est pas négatif, il sera bon à rien parce qu'il n'aura jamais pratiqué. Ben, c'est la même chose avec nous. Et il faut juste, en fait, l'humain adulte, il faut se le conscientiser. C'est-à-dire que quand on est jeune, il y a nos parents, si c'est des bons parents, qui vont faire le travail. Eh bien, à l'âge adulte, il faut se le conscientiser. Donc, comme Kublai dit, il faut se le répéter matin, midi, soir, et avant de dormir et en se réveillant. Parce que c'est dans ces moments-là que le cerveau, il y a les connexions. Ouais, de toute façon, c'est ça. Hein, une langue, c'est de la répétition. En fait, une langue, un des secrets finalement de l'apprentissage des langues, c'est de comprendre qu'une langue ne s'apprend pas. En fait, on s'y habitue. Ouais. En fait, on s'habitue à ses sons, à ses phrases, à un nouvel environnement. Et à force d'être en contact avec cette langue, de l'entendre, de la parler, de la pratiquer, en fait, ça devient en fait une nature, une nouvelle nature de nous. Et c'est comme ça qu'on apprend une langue, sans l'apprendre, en s'y habituant tout simplement. Voilà. Nouvelle mélodie. Ouais. Voilà. Des nouvelles mélodies, un nouveau écosystème auquel on s'habitue et qu'on intègre dans notre vie, tout simplement, c'est ça. Et si vous avez compris ça, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Et ça vous permettra de ne pas justement être cet élève qui arrive en cours de langue, qui regarde le prof les bras croisés et qui croit que la langue va s'apprendre comme ça. Donc, c'est avec la pratique, c'est écouter, répéter, faire des erreurs, se faire corriger, et ainsi de suite. Et c'est hyper répétitif, mais c'est comme ça que ça marche. On s'y habitue tout simplement. Lire, écrire, relire, écrire, taper la langue, la lire, encore taper, c'est ça. C'est un travail de romain. Il n'y a pas de secret. Vous imaginez une pelle. Bon, devant vous, vous avez une grosse butte je sais pas, une grosse butte de sable. Et avec une pelle, vous imaginez que vous allez la déplacer, cette butte, avec une pelle. Et c'est ça. Vous allez faire une pelletée. Vous n'allez rien déplacer du tout, mais t'inquiète pas que si tu fais ça toute l'année, tu donnes des coups de pelle dans ta butte, ou la maman, t'inquiète pas que ta butte, elle va descendre, quoi. Elle va disparaître. C'est comme ça. Ne croyez pas que dès le premier jour, vous allez parler et que ça va se faire. Non, c'est
c'est comme la musculation, pour ceux qui savent, le bodybuilding, etc. C'est pas parce que vous allez une fois à la muscu que votre corps va changer. Non, c'est des mois de boulot avec une diète, à respecter à bien boire, à bien dormir, tout ça, quoi. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Mm-hmm. Ah ouais, clairement. Voilà. Et voilà ce qu'il y en est. Puis au niveau du style de vie, ouais. Je t'écoute, Koublai? Ouais, tu disais quelque chose, vas-y, je t'écoute, on a encore du temps. Hein. Excuse-moi, ça a interféré. En fait, j'ai été en décalé, du coup, je t'ai coupé. Ouais, pas grave. Je demandais, est-ce que tu avais encore quelque chose à ajouter? Ça fait déjà 1h15 qu'on parle. Et voilà, en général, j'essaye, voilà, comme je te disais tout à l'heure, on essaye de ne pas faire trop long, malheureusement. Sinon, ça peut durer des heures. Est-ce que tu voulais encore ajouter des choses, aborder certains sujets qu'on n'a pas abordés, qui te semblaient importants? Ouais, les partager? De mon côté, non. De mon côté, non. Je voulais juste partager mon expérience d'expatriation. Et en même temps, c'est parce que tu es quelqu'un que je suis, ça fait quelques années déjà. Et tu vois, moi, j'aime pas les étiquettes, que ce soit végétarien ou droite ou gauche. Tu vois, je suis pas trop. Moi, j'aime le common sense, le bon sens, comme on dit au Canada. Et à plusieurs reprises dans tes vidéos, j'ai vu qu'il y avait du bon sens, en fait, de la pure logique. Voilà, c'est comme dans une langue. Pourquoi il faut mettre un miakiznak là? Parce que c'est comme ça. c'est parce que c'est comme ça. Il n'y a pas rien à comprendre. En fait, une langue, il n'y a pas de. Ça aussi, c'est un truc, oui, mais je ne comprends pas pourquoi on met un S ici. Pourquoi, par exemple, ma femme actuellement apprend le français. Parce que voilà, ça fait quand même 9 ans qu'on est ensemble et qu'elle ne parle pas français. Donc, bon, je suis son mari et je suis français, donc, enfin francophone, donc minimum, c'est qu'elle parle la langue. Donc là, elle apprend le français. Et puis des fois, elle me demande, mais pourquoi ceci, cela? Je dis, je ne cherche pas à comprendre pourquoi, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Une langue, il ne faut pas essayer de chercher pourquoi. C'est comme ça se dit comme ça, et puis c'est tout. Je ne cherche pas à comprendre. Si tu commences à chercher à comprendre comment fonctionne une langue à travers ta propre logique, tu es mort. C'est juste, c'est comme ça, et cherche pas à comprendre. Voilà. C'est tout. Exactement. Là, on l'écrit comme ça, on met le S là, on met le NT là, et puis c'est tout. Voilà. Exactement. Et c'est tout comme ça en russe avec les Myrtiniaques, avec les O qui deviennent des A, avec les accents toniques. Pourquoi il y a des accents toniques en russe? Pourquoi certains O deviennent des A? Cherche pas à comprendre. C'est comme ça. C'est tout. Pourquoi les Y deviennent des I? Ouais. Non, mais c'était pour te dire que voilà, c'est la compréhension, puis justement pour le lien avec l'expatriation. Puis en même temps, je t'ai parlé vite fait de mon activité en fait sur l'alimentation. Mais voilà, je voulais prendre en même temps l'occasion pour, de par mon intérêt, de par mon expérience avec tes vidéos et ta personnalité, entre guillemets, et de trois, par mon développement sur Internet. Donc, je ne te mens pas. Hein. Il y a ces trois facteurs-là qui font en sorte que, pour moi, c'est un plaisir de passer sur ton canal, puis de discuter, puis de me faire voir un peu. Voilà, écoute, merci en tout cas à toi d'avoir partagé ton expérience. Tout le monde ne veut pas le faire, mais toi, voilà, tu t'es proposé justement à passer et comme tu as un parcours intéressant, etc., j'ai accepté avec grand plaisir. S'il y en a d'autres qui nous écoutent et qui aimeraient partager leur expérience à l'étranger, leur expérience de vie à l'étranger, pas juste un voyage d'un mois que vous avez fait aux Caraïbes, non, quelqu'un qui vraiment vit à l'étranger, qui a une vie très internationale, comme Jean-Sébastien et comme d'autres que j'ai pu interviewer et d'autres qui vont arriver bientôt. On en parlera plus tard. Voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ce que tu pourras faire, tu pourras commenter en bas de cette vidéo en mettant le lien de la chaîne YouTube. Comme ça, ceux qui sont intéressés par l'efficacité de la nutrition, ils pourront aller voir ce que tu fais. Voilà, et puis voilà, merci d'avoir partagé ton expérience. Les gars, on se retrouve dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez des questions, etc. Vous pouvez les poser. Toi, tu peux répondre directement en bas de ce podcast, cette vidéo, ça sera un podcast directement. Et puis voilà, partagez ce podcast.
La suite, les gars, pour ceux qui cherchent des solutions concrètes, justement, bah, pour apprendre des langues, pour s'organiser pour l'expatriation, pour se structurer. Bref, vous êtes dans votre pays d'origine, vous avez envie de partir, vous avez envie de gagner en liberté, être le plus libre, être le plus mobile possible, avoir la possibilité d'aller vivre là où vous voulez. Donc, c'est déjà, ça passe par le choix du continent, le choix du pays, le choix de la région dans le pays, parce que certains pays sont très grands, la Russie, le Brésil, l'Argentine, oui, mais c'est grand, donc peut-être que vous n'avez pas envie d'aller vous mettre dans une grande ville polluée, bétonnée, vous avez envie de vous mettre dans un endroit voilà, plus campagnard, Plus calme. voilà, plus calme. Comme moi, par exemple, avec la Russie, hein, moi, vivre à Moscou, ça me dit absolument rien. J'y ai vécu, c'est bien quand tu es jeune, que tu as 25 ans, il y a plein de belles nanas, etc. Tu passes des bonnes soirées, mais pour vivre quand tu as 40 piges, non merci. Voilà, donc si vous voulez être le plus mobile possible, j'ai des solutions pour vous. Je fais ça depuis des années. C'est dans la description, le Club des Hommes Libres. Et puis voilà, je crois qu'on est out là. Je crois qu'on a tout dit. Quelque chose à rajouter, Jean-Sébastien? Ouais, Kublai. Ouais, Ouais, ça a ouais, je coupé. t'entends. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais voilà, petit mot de la fin, ben c'est pas d'expatriation sans compréhension, pas de changement d'alimentation sans compréhension, pas d'apprentissage de langue sans compréhension. Bref, c'est voilà, c'est Ok. la fondation d'un projet réussi, quel que soit le projet, personnel, professionnel, social, c'est la compréhension, pourquoi on le fait. Et par la suite, ben, il y a rien qui peut nous arrêter sauf des épaules qui ne sont pas éventuellement assez larges. C'est-à-dire que, a priori, si tu te poses toujours la question, bon, si j'étais dans mon ancien mode de vie et je faisais telle chose, est-ce que je serais autant heureux? Est-ce que je serais dans une situation que je détesterais? Donc, ça te permet de relativiser sur les défis présents sur lesquels tu fais face de façon générale. Donc, compréhension. Et moi, je comprends pourquoi je t'ai envoyé une petite invitation, du moins pour participer à une interview avec toi. Et je comprends pourquoi je l'ai fait. Et comme tu vois, ben, l'interview, c'est assez bien passé, disons. C'est assez simple. On s'échange sur nos expériences, même si ce n'est pas un gros travail. Et c'est ce que ça donne, quoi. Ok. Bah écoute, bonne continuation en tout cas à toi en Pologne avec ta femme et ton enfant. Et puis Merci. voilà, moi en tout cas, la Pologne, c'est un pays que j'ai toujours apprécié quand j'y suis allé. Donc je pense que tu es bien là-bas. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Pour les autres, on se retrouve dans les commentaires si vous voulez ajouter des choses. Et puis bah, je crois que c'est tout, hein, Jean-Sébastien. Merci à toi, C'est pour moi. bonne journée et puis à plus tard sur la chaîne, les gars.